Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie, moi, et je suppose que tous les autres aussi, d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau DigiClub qui est consacré à un sujet clé de la protection de l'entreprise, puisqu'on va évoquer ensemble l'évaluation de la marge brute dans vos contrats d'assurance perte d'exploitation. Donc, je me présente rapidement. Je suis Hélène Pérignon, coordinatrice projet chez Servir, et je serai aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques secondes, votre maître du temps. Autrement dit, je vais veiller à ce que on tienne le rythme et on gardera évidemment du temps pour vos questions à la fin de cette session. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Servir, c'est un courtier conseil en assurance spécialisé dans la protection des entreprises. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les dirigeants et les directions financières et ressources humaines dans la maîtrise de leurs risques et la sécurisation de leur continuité d'activité, qui sera le sujet phare aujourd'hui. Donc, on est particulièrement heureux aujourd'hui de co-animer cette session avec Colomé Frères et Polérisque, deux partenaires de confiance qui vont nous apporter leur vision terrain et risque management. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés Mathieu Debauve, qui est directeur technique chez Colomé Frères, et Paul-Éric Dupont, pardon, consultant en risque management chez Polyrisque, et évidemment Tania Akrich, responsable technique chez Servir. Donc ensemble, on va aborder de façon très concrète ce qu'est une perte d'exploitation, comment l'assurance intervient dans le cadre de cette perte d'exploitation, comment on calcule la marge brute et surtout comment on évite les erreurs les plus fréquentes. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va replacer le sujet dans son contexte. Et avant même de parler de calcul, d'évaluation de risque, il faut comprendre en fait l'impact qu'un sinistre grave peut avoir sur l'activité d'une entreprise au-delà des dommages matériels. Les conséquences économiques peuvent être considérables. Donc, c'est aussi ce qui explique les enjeux de la garantie perte d'exploitation qui permet de préserver la trésorerie, la valeur de l'entreprise et la relation client. Et pour nous en parler, je vais passer la parole à Tania, responsable technique chez Servir, qui va nous présenter plus en détail ces éléments. Tania, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de parler de la perte d'exploitation parce que c'est un sujet qui, ces dernières années, ont fait couler beaucoup d'encre et ont eu beaucoup de réactions. On va essayer pour vous, de la resituer dans les contrats d'assurance et comment elle peut intervenir. Alors, c'est évidemment une garantie qu'aucune entreprise peut se permettre de ne pas souscrire. Alors, elle se fait sous différents systèmes. Vous avez dû entendre parler de perte d'exploitation, de frais supplémentaires d'exploitation, de marge brute, de baisse du chiffre d'affaires avec un taux de marge brute. Enfin voilà, c'est un peu complexe. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail. C'est une garantie qui est évidemment éminemment importante. Alors, en incendie, suite à un sinistre total, mais qui peut aussi l'être après un événement naturel, suite à une grêle ou un toit qui s'effondre. Donc, toutes les marchandises sont perdues. Voilà. Et selon les sources de l'INRS, 70% des entreprises victimes d'un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent. Donc, c'est vraiment une garantie à prendre en compte donc, dans la continuité d'activité et donc notamment dans votre PCA, dans votre plan de continuité d'activité, si vous en avez mis en place un au sein de votre entreprise. Voilà, la perte d'exploitation permet donc de protéger la trésorerie de l'entreprise et de maintenir sa valeur aussi face à ses clients, face à ses fournisseurs. Donc, c'est aussi une sécurité et un moyen de pérenniser l'activité. Et donc, nous allons commencer cette présentation. Donc, Mathieu Debauve, qui est expert d'assurer lors de sinistres majeurs, va vous permettre de comprendre les pertes d'exploitation. Paul-Éric Dumont, après, va vous expliquer comment on le calcule, parce que ça, c'est pareil. C'est quand même lors des sinistres, des moments heureux de discussion entre les experts d'assurés, les experts d'assureurs, les assurés et le courtier pour essayer de trouver la meilleure manière d'indemniser. Donc, Paul-Éric va nous orienter là-dessus. Et moi, je terminerai sur les enjeux pour l'assurance, à savoir comment vraiment essayer de la calibrer au mieux pour justement permettre cette pérennisation d'activité dans le long terme pour les entreprises. Mathieu. Merci.
Merci Tania. Du coup, pour cette remise en contexte, donc on comprend bien qu'au-delà des dégâts matériels, en fait, c'est toute la stabilité économique de l'entreprise qui est en jeu. Donc, pour aller plus loin, effectivement, comme Tania allait passer la parole à Mathieu, on va voir maintenant ce qu'on appelle concrètement une perte d'exploitation, comment l'assurance couvre ces pertes et surtout, quelle est la différence entre perte d'exploitation et frais supplémentaires, deux notions qu'on confond souvent. Donc, je passe la parole à Mathieu, directeur technique chez Colomb et Frères, qui va nous éclairer sur ces points. Merci Hélène, merci Tania de cette présentation et de cette introduction. Donc, je suis Mathieu Debouve, directeur technique du cabinet Colomé. Nous sommes des experts d'assurés depuis de longues générations et je voulais intervenir effectivement pour recentrer effectivement sur ce sujet de la perte d'exploitation et quels sont les différents enjeux et les différentes conséquences. Avant tout, rappelons ce que c'est qu'une exploitation. C'est avant tout un lieu ou un bien, voire un individu, qui va générer la valeur financière de votre outil. L'interruption de l'exploitation risque effectivement de créer et de générer des conséquences sur cette valeur euh, qui vont se traduire par des pertes de revenus, de ventes, de bénéfices, des perditions de clientèle, une dégradation de l'image de marque, voire au pire une perte totale de l'exploitation. Face à cela, les assureurs proposent de souscrire ces garanties perte d'exploitation qui sont effectivement indispensables pour faire face à ces aléas, à ces risques que peuvent présenter les événements d'une façon générale. Alors, est-ce que toutes les formes d'exploitation sont-elles assurables? Ce sont des questions, tout un tas de sujets qui va de l'événement, de l'appréciation de son risque, également de la durée, pour quelle durée je dois estimer le risque que représente la perte d'exploitation, et comment sera-t-elle évaluée effectivement d'un point de vue mathématique ou technique. D'abord, un petit rappel sur les causes des pertes d'exploitation assurables. Nous avons des causes courantes, bien évidemment l'incendie, les dégâts des eaux et autres liquides que ce sont les eaux, puisqu'on peut avoir effectivement des préjudices avec des liquides qui ne sont pas de l'eau, et donc c'est un sujet qui n'est pas du dégât des eaux. Les vols, bien évidemment, notamment des vols de matériel ou de marchandises. Les événements naturels, d'une façon générale, alors on est de plus en plus confronté à ce genre de risques, les grêles, les cyclones, les tempêtes, les inondations. Vandalisme et émeutes, qui malheureusement sont assez récurrentes depuis quelques années, et les bris de machines lors d'une panne, bien évidemment, qui pénalisent, interrompent la production. Il existe d'autres causes plus spécifiques, les bris de glace, plus pour les commerces, ou en tout cas qui sont liés effectivement à un besoin d'affichage. Les épidémies, alors à prendre avec beaucoup de précautions, puisqu'on a un historique maintenant avec la pandémie du Covid-19. Les impossibilités d'accès, notamment liées à des fermetures administratives ou autres. Les carences de fournisseurs, où malheureusement, vous ne pouvez plus avoir accès à la marchandise ou à la matière première nécessaire à la réalisation de votre valeur. Les effondrements de bâtiments, mais également effondrements de racks, qui peuvent effectivement générer également des troubles d'exploitation. Et enfin, d'une façon un peu plus accessoire, je l'ai mis quand même, mais c'est les maladies de décès, mais qui sont plus liées à des garanties hommes-clés, qui sont beaucoup plus spécifiques. Alors, la question se pose sur la problématique, comment apprécier et connaître son risque selon sa source de profit. Comme on vient de le dire, la source est indispensable. Donc, si on reprend effectivement les trois sources possibles, le lieu, le bien ou le lieu et le bien, le lieu va être affecté par un dommage de perte d'absence d'intérêt, d'image, de notoriété,
qui va se comparer davantage à des pertes de valeur immobilière, des pertes de louage, de valeur vénale ou valeur de fonds de commerce. Celui qui concerne le bien est davantage propre à la perte générée par la carence de production. Et on va s'apparenter effectivement à la perte de vente, la perte de portefeuille, la perte d'actions, la perte de bénéfices, qui, elle, va être particulièrement effectivement concernée par la perte d'exploitation en tant que telle. Lorsque malheureusement le lieu et le bien sont affectés, et ça peut être le cas, on aura effectivement un cumul. Alors effectivement, par exemple, des activités qui sont liées à une problématique de lieu, je pense notamment à l'hôtellerie par exemple, où la perte de louage de chambre va être générée par le fait d'une part que le bien n'existe plus et que le lieu aussi a pu subir effectivement des dégradations. Enfin, sur les sociétés de services du secteur tertiaire, en fait, le lieu et le bien ne trouvent pas n'est pas la source réelle de la création de la valeur. Ces dommages se traduiront plus par des frais devant être engagés pour permettre la reprise ou la continuité de service que davantage une perte de valeur, une perte d'exploitation, une perte de marge brute, puisque celle-ci pourra être continuée dans d'autres lieux ou dans d'autres biens. Comment l'assurance couvre-t-elle ces pertes? En cas de sinistre, effectivement, l'activité est réduite, voire stoppée, pendant le temps nécessaire à la remise en état des biens endommagés ou la reprise nécessaire liée à l'impossibilité d'accès ou la carence de fournisseurs. Pendant ce temps, malheureusement, les charges fixes sont identiques. Elles continuent à pourrir et à ne pas être économisées. Ce sont notamment les loyers, les remboursements de prêts, les salaires, les charges, tout ce qui, malheureusement, ne pourra pas être économisé pendant l'arrêt de l'activité. En revanche, les charges variables vont être en baisse. Il s'agit bien évidemment des achats de marchandises qui n'y a plus lieu d'acheter puisque l'outil n'est plus productif, ou les matières premières nécessaires à la réalisation de la valeur. Ce déséquilibre financier entraîne forcément donc une perte de marge brute et met en péril la société. Quel est l'avantage de la garantie perte d'exploitation? Eh bien, l'assurance perte d'exploitation, elle indemnise ce que vous auriez dû réaliser pendant l'interruption. Elle vient indemniser ce que vous retrouviez jusqu'à ce que vous retrouviez la situation financière de votre entreprise. Elle vient en remboursement, elle ne vient pas en substitution au moment du sinistre. C'était effectivement à l'assuré et accompagné de ses experts de trouver les processus nécessaires à la reprise d'activité, le temps nécessaire, encore une fois, de remettre en état l'outil de production ou de parer à la difficulté qui empêche la production. Quelques exclusions fréquentes, mais non exhaustives: les actes de terrorisme, l'explosion nucléaire ou la guerre civile, parfois les émeutes, c'est le cas à l'heure actuelle sur un certain nombre de territoires ultramarins à l'heure actuelle, la faute intentionnelle, bien évidemment, l'absence de dommages matériels directs ou la non-reprise après sinistre. Quelle différence peut-on avoir entre les frais supplémentaires et les pertes d'exploitation? La perte d'exploitation, comme on vient de l'indiquer, c'est lié à une baisse de la marge brute, la baisse du rendement de la valeur. Les frais supplémentaires ont une fonction et une notion totalement différente parce qu'ils pourraient s'apparenter à une augmentation. Finalement, on va engager des dépenses inhabituelles, mais qui paraissent indispensables pour la continuité ou la sauvegarde de l'exploitation. Dans l'esprit, il s'agit de frais qui sont engagés en accord avec la compagnie d'assurance, avec les experts, pour réduire, voire annuler les pertes d'exploitation. Leur dépense est avant tout un gage d'économie, de perte de marge brute pour l'assureur et un gage de pérennité et de solidité pour l'assuré.
Et je crois que ça se Mais c'est termine oui, ainsi. exactement. Merci Mathieu pour ces explications très concrètes qui posent bien en fait le cadre de ce que couvre la garantie perte d'exploitation. Donc, on va passer à une partie plus technique et financière avec Paul-Éric Dupont qui va nous expliquer comment se calcule la marge brute et quels sont les pièges à maîtriser dans le cadre de l'évaluation de cette marge brute. Alors, hop, Merci, Hélène. j'arrive. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Alors, effectivement, dans une entreprise, on a deux documents que vous connaissez tous certainement, un bilan et un compte de résultat. Alors, le bilan, pour l'instant, on va le mettre de côté. On va s'intéresser au compte de résultat avec, comme vous le savez, d'un côté, des comptes de produits, des comptes de classe 7, donc notamment le chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on va retrouver par différentiel les comptes de classe 6, les comptes de charge. Alors, de manière traditionnelle en assurance, on va identifier deux blocs principaux. D'un côté, les charges variables, Mathieu en parlait tout à l'heure. Celles-ci, elles sont directement en corrélation avec l'activité de l'entreprise. Plus je produis, plus je vais en avoir, tout simplement. Par exemple, l'électricité ou les fluides, plus je vais produire, plus je vais avoir besoin d'énergie, donc plus je vais dépenser. Et de l'autre, Mathieu en parlait à juste titre également, les charges fixes ont pour propriété d'être fixes. Et bien, quelle que soit l'intensité de mon activité, ces charges ne vont pas changer. Elles peuvent évoluer au fur des années, mais on en parlait, on va retrouver les loyers, le remboursement de crédit, les emprunts, les impôts, les charges d'assurance également, les salaires, bien évidemment. Toutes ces charges-là, eh bien, on va les appeler les charges fixes. Alors, d'une manière générale, de manière à apprécier ce qu'est la marge brute, on vous en parle depuis tout à l'heure, eh bien, on se sert dans un premier temps du chiffre d'affaires, qui est la base de la réalisation de la valeur de l'entreprise et de son activité, et puis desquels on va déduire les charges variables. En fait, pourquoi on fait ça? Tout simplement, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on va effectivement, comme le disait Mathieu, indemniser une entreprise sur la base de sa marge brute. Alors, comment on fait? On pourrait se dire, si on vient à la slide d'avant, juste voilà, je fais un petit exercice pour Hélène pour voir voilà, de quelle... Si je suis, Oui, oui, il faut pas on hésiter à teste. me le dire, hein, je suis. Hein. Tout va bien, c'est merveilleux. On pourrait se dire, bah, tiens, si, comme l'a dit Mathieu, il y a une base qui est essentielle, c'est que en assurance, la perte d'exploitation, eh bien, elle retrouve un peu le principe de la responsabilité civile. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que de la perte d'exploitation, on va chercher à remettre l'entreprise dans la situation financière qui était la sienne si le dommage n'était pas arrivé. Alors du coup, on fait comment? Ça veut dire qu'on va prendre en charge ce qui reste si eh bien, on n'a plus du tout d'activité. Et on va le voir, eh bien, on fait effectivement chiffre d'affaires moins charge variable. C'est le tableau qui est juste après. Ça revient au même que de faire charge fixe plus bénéfice. Sauf que, eh ben, en assurance, on est un petit peu fainéant et on choisit la méthode par soustraction parce que c'est la plus simple. Et c'est ce que vous voyez à l'écran et c'est aussi beaucoup plus simple pour les comptables. Donc, du coup, on a bien les comptes de classe 7 d'un côté, avec le chiffre d'affaires notamment, la production, et puis, on va soustraire de ce chiffre d'affaires des charges variables traditionnelles qui sont identifiées quasiment chez tous les assureurs de la même manière, avec les achats de matières premières, les achats de matières consommables, dans lesquelles on va retrouver l'énergie, les hydrocarbures, etc., etc., les frais d'emballage, bien évidemment, les achats de marchandises, les transports sur achat, les transports sur vente, et puis les rabais, remises et restaurants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces charges variables, eh bien, si j'avais eu un sinistre total, elles auraient complètement disparu. Et le Code des assurances l'indique, on ne peut pas indemniser une charge qui n'existe plus. Donc, on va voir sur la slide d'après, du coup, qu'effectivement, de manière générale, si on avait eu un sinistre total, on aurait une absence totale de chiffre d'affaires. Alors, je vais faire fi aujourd'hui des comptes clients qui auraient un petit peu de retard de paiement, etc. Mais on va travailler dans l'absolu pour simplifier la chose. Donc, on imagine une entreprise qui aurait complètement brûlé, une entreprise de production, par exemple, plus du tout de chiffre d'affaires, et du coup, on a une disparition des charges variables. Qu'est-ce qui va rester? Et ça, où ça devient intéressant, parce que souvent, on s'imagine que l'assureur prend en charge les charges résiduelles, eh bien, pas seulement. L'assureur va bien prendre en charge de ce que l'on appelle en assurance la marge brute, eh bien, les charges fixes et le bénéfice. Alors, je souligne que le terme de marge brute, en l'occurrence, pour un assureur, c'est bien charge fixe plus bénéfice, qui revient au même, on vient de le voir avant, que chiffre d'affaires moins charge variable. Alors que pour un comptable, c'est pas ça du tout. La notion de marge brute, elle est plutôt liée à comment on va calculer un coût de revient dans lequel on va intégrer les charges variables et les charges fixes. Donc, c'est un petit peu embêtant. C'est le même mot, mais ça ne veut pas du tout dire
la même chose. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment on va être capable de remettre une entreprise qui vient de s'effondrer, qui n'a plus du tout de production, qui n'a plus de chiffre d'affaires, comment on va faire pour que ça se passe bien. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, eh bien, l'assureur et l'assuré ont exactement le même intérêt, c'est-à-dire qu'il y ait une reprise d'activité le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que le plus important, et c'est la statistique de l'INRS qui le dit, 70% des entreprises disparaissent après un sinistre majeur, eh bien, tout simplement parce qu'il faut éviter qu'il y ait la rupture avec les clients. Eh bien, on l'a vu également, les frais supplémentaires, comme l'a dit Mathieu, vont pouvoir aider à une reprise plus rapide de l'activité et d'accompagner l'entreprise complètement jusqu'à sa reprise de chiffre d'affaires total. Alors, on va prendre un exemple assez simple avec une entreprise qui aurait tout perdu et qui aurait eu un sinistre total. D'après vous, quel serait le montant de l'indemnité? Alors, peut-être que vous seriez tenté de répondre, mais vous êtes nombreux lors de cette émission, donc je vais le faire moi-même, je vais m'en occuper. Eh bien, en amusant, oui, c'est un petit peu facile, mais bon, bah, en même temps, c'est moi qui ai la parole. Donc, j'en profite. Donc, on imagine que cette entreprise aurait complètement brûlé sur une année calendaire. Allez, on va dire que c'était le 1er janvier, comme ça, c'est aussi ça. Donc, on a une perte de chiffre d'affaires de 1 000 euros, les charges variables de 600 qui disparaissent. Pour se dire, bah, Paul-Éric, c'est tout à fait logique, on va indemniser 400. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En définitive, en expertise, on va calculer la perte de chiffre d'affaires et on va calculer de l'autre côté, regardez bien, la marge brute. Donc, la marge brute, on l'a vu, 1000 moins 600, ça fait 400. C'est la bonne nouvelle, c'est la méthode qu'on utilise. Ça revient au même que de dire 300 plus 100, ça fait 400 également. Donc, on voit bien que les deux méthodes fonctionnent. Donc, on a une marge brute de 400, qui est bien le total des charges fixes et du bénéfice. Eh ben, on va faire une application qui va permettre de faire une règle de 3. On va calculer le taux de marge brute, c'est-à-dire quelle est la représentation de la marge brute, 400, au regard du chiffre d'affaires. 400 divisé par 1000 égale 0,40, ce qui veut dire que j'ai 40% de marge brute dans cet exemple. Eh bien, en indemnité, je vous fais une caricature extrême, une vulgarisation totale. Si cette entreprise avait perdu 1000, eh bien, en expertise, on ferait 1000 multiplié par 0,40, ça donne combien? Allez, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Eh bien, ça donne 400, c'est merveilleux. 1000 multiplié par 0,40, et on a bien une indemnité de 400, ce qui veut dire que l'entreprise aura le financement de ses charges fixes et également le bénéfice, et ça, on ne l'imagine pas forcément, le bénéfice que l'entreprise aurait dû réaliser. Et vous voyez qu'avec cette opération, on remet bien une entreprise dans l'état financier qui aurait été le sien si l'entreprise n'avait pas vécu le dommage. Alors, on va faire un autre exemple, parce que parfois on l'imagine un peu moins bien, avec une perte d'exploitation partielle. Alors, ça impliquerait quoi? On va imaginer une entreprise qui aurait 2 bâtiments, 2 lignes de production, et par le plus grand des miracles, les 2 lignes de production représenteraient exactement le même chiffre d'affaires. Eh bien, on peut imaginer qu'il y ait un de ces bâtiments qui soit totalement sinistré. Et du coup, eh bien, on peut continuer d'avoir une des lignes de production qui fonctionne. Alors, je vais la faire dans le simple, qui fonctionnait en 3-8, à fond, au taquet, et on ne peut pas dépasser le chiffre d'affaires qu'on faisait déjà. Et donc, on ne pourrait produire que 500 par rapport aux 1000 qu'on produisait avant. Dans ce cas-là, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, bah, Paul-Éric, c'est pas grave, on aura moitié moins de bénéfices. Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Regardez bien ce qui se passe en définitive, même sur un sinistre partiel, on s'aperçoit que la perte d'exploitation est essentielle. Si on regarde bien, on va avoir une diminution du chiffre d'affaires de moitié. Donc, voilà. De l'autre côté, les charges variables, au lieu d'être à 600, vont passer à 300. Et puis, eh bien, j'ai toujours les charges fixes qui sont bien présentes. Et du coup, si on regarde la balance de ce compte de résultat, bon, on s'aperçoit qu'on a 500 de chiffre d'affaires d'un côté, 600 de charges. Donc ici, une entreprise qui générerait à ce moment-là une perte de 100. À ce moment-là, du coup, l'assureur va pouvoir intervenir et on va faire le calcul qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre la perte de chiffre d'affaires, on a dit 500, on va la multiplier par le taux de marge brute, à savoir 0,40, et du coup, l'assureur va indemniser l'assuré à hauteur de 200. Et on va voir maintenant, grâce à Hélène, ce qui se passe, du coup, une fois qu'on a les 200 en plus. Voilà, ça va arriver d'ici quelques instants. Et ben voilà, mesdames et messieurs, voici l'indemnité de l'assureur qui arrive en jaune sur l'écran. Et bien, du coup, au lieu d'avoir un déséquilibre avec un compte de résultat à moins 100, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un compte dans le compte de classe 7, on a un chiffre d'affaires de 500. L'indemnité
de l'assureur à hauteur de 200. Qu'est-ce qui va se passer? 500 plus 200, ça fait 700, moins mes 600 de charges variables cumulées avec les charges fixes, eh bien, 700 moins 600, on retrouve 100, ce qui correspond au bénéfice que Pardon. l'entreprise aurait dû réaliser. Donc, on voit bien que sur un sinistre total ou sur un sinistre partiel, même sur un sinistre où on sera amputé de la moitié de son chiffre d'affaires, eh bien, on voit que le rôle de la perte d'exploitation est essentiel et permet la survie de l'entreprise. Alors, il y a un autre élément qui est essentiel, c'est comment on peut s'inscrire sur la durée. Et lorsque je fais de l'audit d'assurance, ça fait partie des erreurs classiques que je peux observer. Il y a un très grand nombre de paramètres qui font que, très clairement, aujourd'hui, alors je vais avoir une mauvaise nouvelle pour certains peut-être, mais je n'espère pas, si votre perte d'exploitation est inférieure à 18 mois, ce ne serait pas une très bonne nouvelle. Je sais qu'on fait des économies dans ces cas-là, mais on ne permet pas à une assurance de remplir pleinement ses fonctions. Alors on est bien d'accord, il peut y avoir quelques exceptions, mais qui s'analysent véritablement au coup par coup. Alors, quel est le cumul des durées qu'il faut prendre en compte? C'est un petit guide qu'on vous a fait offert par Servir, c'est du coup, quels sont les paramètres qui vont faire que un sinistre peut durer plus ou moins longtemps. Alors, on a une durée d'expertise qui peut être plus ou moins longue au départ. Moi, Mathieu va me dire ce qu'il en pense, mais j'ai tendance à dire qu'un rapport d'expert qui arrive entre 2 et 3 mois, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas quelle est la durée moyenne, Mathieu, de votre côté. Je vois qu'il donne de lignes de la tête, peut-être plus, va-t-on savoir. Mathieu est en direct. Mathieu, vous diriez quoi? Bah, l'expertise, elle dépend de l'importance des dommages. Si effectivement on est dans une réparation d'un outil, on peut imaginer effectivement des délais assez rapides. Maintenant, lorsqu'il y a plusieurs biens endommagés du bâtiment, du matériel, de l'aménagement, tout ça vient s'additionner et viennent accumuler effectivement les délais nécessaires à l'expertise. Encore Ouais. faut-il que cette expertise reste à l'amiable, en espérant effectivement qu'elle ne se détourne pas vers des expertises judiciaires, notamment sur les recherches de cause et origine, qui peuvent malheureusement prolonger les délais. Mais effectivement, l'expertise, c'est très difficile à déterminer et de base, de toute manière, les pertes d'exploitation commencent à 12 mois et malheureusement, parfois, ce n'est pas suffisant. Oui, clairement. Parce que ça, c'est ce qu'on peut observer assez facilement. Alors, d'une manière générale, dans mon métier de risk manager, on va plutôt identifier le pire. C'est-à-dire que, idéalement, on ne se dit pas, je vais prendre une moyenne et puis comme ça passera. Clairement, en perte d'exploitation, ce serait un peu dommage que pour quelques centaines ou milliers d'euros de plus d'assurance, l'entreprise disparaisse malgré tous les efforts. Donc, dans un premier temps, il y a la durée d'expertise, on va dire assez facilement 3 mois sur un sinistre important, descendre en dessous sur un sinistre total, ça me semble un peu complexe. Ensuite, il y a un autre aspect qui est important, c'est l'aspect démolition et décontamination des matériaux. La plupart du temps, sur un sinistre important, la DREAL, qui est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui vient de changer de nom il n'y a pas très longtemps, va mettre le nez dans le dossier pour voir s'il n'y a pas des sols à décontaminer, des matériaux à dépolluer. Et puis, on est bien d'accord sur l'aspect de démolition aujourd'hui. On ne va pas tout mélanger. On va trier le lama qui va se retrouver sur le terrain du fait de l'incendie. On va trier les minéraux, le bois, les métaux, etc. Donc, tout ça va prendre un certain temps et qui peut être augmenté en présence d'amiante, par exemple. Ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a un terrain qui est tout nickel, on ne va pas attendre de trop, mais il peut y avoir des contraintes. Si ce n'est pas dépollué, je peux ne pas avoir l'autorisation de déposer mon permis de construire. Donc, ce sont plutôt des délais incompressibles. Donc ensuite, effectivement, on va passer à la phase du dépôt de permis de construire qui est très variable selon les saisons, en fonction des vacances, en fonction de pas mal de paramètres qui font que c'est plus ou moins simple. Et de la même manière, si vous êtes à proximité d'un bâtiment classé, vous aurez droit à l'architecte des bâtiments de France qui va mettre le nez dans le dossier. Et là, on va prendre encore plus de retard. Et si Ensuite, je bien puis, évidemment, oui. si je puis me permettre également, si le site est justement un site classé, il y a toute la période de dépôt de dossier administratif et d'accord, justement, Oui. de l'Adréal pour repartir. Et ça peut prendre, allez, 6 mois quand c'est un Voilà. site classé, hein. Ouais, en fonction des sites. Ouais, donc d'où l'importance, on va le voir tout à l'heure, d'avoir très bien calibré la durée d'indemnité de perte d'exploitation qui, si elle est mal faite, peut être véritablement fatale à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on met une entreprise sous perfusion et quand on retire la perfusion, bah, il ne se passe plus rien, donc ce serait vraiment dommage.
Ensuite, bien évidemment, il y a la phase de reconstruction du bâtiment qui est plus ou moins longue en fonction de sa complexité. Il y a une différence entre j'ai une charpente métal avec un bardage double pot, avec une structure complexe où on va remettre en état avec de la pierre ou du parpaing, etc., sur laquelle on aura des délais de construction qui sont plus ou moins longs. Donc tout ça, comme le disait Mathieu à juste titre, c'est vraiment variable en fonction du lieu, du site et de la structure de bâtiment que vous avez. Ensuite, la phase suivante, c'est bien évidemment le remontage de la ligne de process, qui peut être plus ou moins longue. Si vous êtes sur un process parallèle avec plein de machines qui sont identiques, il est probable que ce soit un petit peu plus rapide que si vous êtes sur un process sériel avec un travail en série avec des machines qui travaillent les unes à la suite des autres. Donc tout ça, c'est véritablement le travail de l'expertise du courtier qui est capable de vous accompagner et d'estimer réellement une durée en fonction de sa capacité d'analyse de votre métier. Et ça, c'est véritablement important. Ensuite, il y a une autre phase qu'on mésestime, c'est l'atteinte du stock minimal de vente. Je m'explique. Entre je vends des paires de chaussettes et assez rapidement, une semaine, j'ai de quoi livrer un client, fait que j'ai un délai d'une semaine qui fait qu'il va falloir que j'atteigne ce stock pour pouvoir vendre quelque chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose que je suis dans l'industrie, je fabrique moi-même des machines, et entre le moment où j'ai mon outil de production et le moment où je vais pouvoir vendre le premier bien, eh ben, il peut s'écouler 3 mois. Donc ça, ce n'est pas forcément souvent intégré, mais c'est très important, c'est l'atteinte du stock minimal de vente. Et il y a une autre phase qui est très importante. C'est que pendant ce temps-là, si vous avez un site qui fait que vous n'avez pas pu avoir de report de production sur des collègues, sur des sous-traitants, sur ceux qui étaient peut-être auparavant des concurrents et qui pourraient reprendre une partie de votre activité si vous aviez mis en place un plan de continuité d'activité. Eh bien, la phase la plus délicate, c'est que pendant ce temps-là, peut-être que vos clients sont partis voir ailleurs, bien évidemment, et il va falloir les reconquérir. Et ça, c'est la phase la plus importante. On le voit aujourd'hui, statistiquement et financièrement, une entreprise qui perd ne serait-ce que 15% de son chiffre d'affaires soudainement est une entreprise qui est en phase critique financière. Ce qui veut dire que si vous-même, dans la période de reconquête, vous retrouvez 85% de vos clients, cela peut ne pas être suffisant pour que votre entreprise retrouve son équilibre. Donc, c'est une des phases la plus importante et il ne suffit pas de retrouver son outil de production et de produire pour retrouver le chiffre d'affaires initial. D'où l'importance d'avoir très correctement calibré la durée de la perte d'exploitation dans le cadre de l'entreprise qui va permettre l'atteinte du chiffre d'affaires prévisionnel. Et donc, à ce moment-là, quand on y arrive, eh bien évidemment, dans les délais calculés de cette perte d'exploitation, donc comme le disait Mathieu, on a plusieurs choix possibles. Hein. Ça peut être du 12 mois, du 18 mois, dans 24 mois. Dans certains cas, en audit, ça m'est même arrivé avec des process de fabrication longs d'arriver jusqu'à du 36 mois. Il y a un élément qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en imaginant qu'on ait choisi une perte d'exploitation sur 12 mois, ce qui est le strict minimum, ça n'existe pas en dessous, et c'est assez tentant, parce qu'on se dit, bon, bah, allez, en 1 an, ça devrait repasser, on peut reconstruire, etc., tout va bien. Mais comme on l'a dit, entre les délais d'expertise, l'autorisation du permis de construire, etc., ce sont des délais qu'on ne maîtrise pas toujours et qui font qu'on peut aller plus loin. Alors du coup, on peut se dire, bah oui, mais Paul-Éric, tout va bien, on a un montant de chiffre d'affaires avec une marge brute, peut-être que si on n'est pas tout dépensé dans l'année, peut-être qu'à la fin, on a la fin de l'enveloppe. Alors non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'arrivé au 12e mois, même on prend l'image, c'est-à-dire qu'en violet, avant le sinistre, on a un chiffre d'affaires, on peut dire que, je dire n'importe quoi, 10 millions, et puis du jour au lendemain, on n'a plus de chiffre d'affaires du tout, c'est la partie jaune qui correspond à l'indemnité de la perte d'exploitation. On va admettre que au bout de 9 mois, potentiellement, tout s'est bien passé, tout s'est très très bien enchaîné de manière rapide, on a eu les permis de construire rapidement, tout s'est enchaîné à merveille, et on a quand même une reprise d'activité au bout de 9 mois. Là où ça peut être la catastrophe, c'est qu'en général, on a la plupart des clients qui reviennent naturellement, oh, vous m'avez manqué, je suis tellement content de vous retrouver, etc. Et puis des clients qui trouvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Une fois qu'on a atteint ce délai des 12 mois, eh bien l'indemnité, si on avait un calcul d'indemnité de perte d'exploitation sur 1 an, même si l'intégralité de l'enveloppe qui aurait pu être servie n'est pas servie, on va s'arrêter. Et là, eh bien, au bout d'1 an, ça veut dire qu'il n'y a plus de prise en charge. Et comme je le disais, la plupart du temps, si on arrive jusqu'à 85% du chiffre d'affaires, mais pas au-delà, eh bien, on peut être en phase critique qui fasse que, eh bien, je n'ai plus d'indemnité. Et on l'a vu hein, avec une entreprise qui vend ne serait-ce que à hauteur de la moitié de son chiffre d'affaires, bah, on l'a vu tout à l'heure, ça va générer une perte de 100 000.
Donc ça, c'est vraiment des calculs financiers à faire pour savoir à quelle hauteur de chiffre d'affaires je vais pouvoir de nouveau retrouver ma rentabilité qui fasse que je peux survivre. Et donc, on le voit, bah, si je dépasse ce délai, eh bien, la perte d'exploitation s'arrête si elle est calibrée sur un an, et après, il va falloir que l'entreprise se débrouille toute seule. Donc, attention à la période de reconquête des clients qui est critique, et on le voit dans cet exemple, volontairement, il aurait fallu 2 ans, par exemple. Voilà. Autre aspect très important, c'est le fait d'avoir la mise à jour de déclaration de la marge brute. Tania va vous en reparler tout à l'heure. Ça fait partie des paramètres qui sont importants, que certains courtiers ou assureurs mésestiment et qui nécessitent la plus grande attention. On a pris un exemple avec une entreprise qui aura une progression relativement importante, on est bien d'accord. On va dire que là, en 2023, on avait un chiffre d'affaires, alors qu'on parle de chiffre d'affaires ou de marge brute, dans ce cas-là, voilà, on va dire une marge brute de 1000 et puis un chiffre d'affaires de 1500 si vous voulez. Et puis 2024, on aurait eu une marge brute à 1200 et puis un chiffre d'affaires à 1900, enfin peu importe. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dates qui sont assez fatidiques. Imaginez qu'en 2025, pas de bol, vous ayez eu un sinistre le 1er mai. Si on n'a pas de mise à jour de capitaux qui soit effectuée correctement avec un ajustement, c'est-à-dire que l'ajustement, on va le voir juste après, il permet de parer au fait qu'il y ait certaines entreprises qui ont une croissance rapide. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas ajusté sa marge brute correctement? On a un sinistre qui arrive au 1er mai 2025. Sauf que en assurance, la régularisation du chiffre d'affaires et de la marge brute chez tous les assureurs, les courriers partent justement au mois de mai. Et on a en général la régularisation de la marge brute qui se fait plutôt au mois de juin, au mois de juillet. Et puis pour ceux qui ont pris des grandes vacances, ça se fera au mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Si on a un sinistre au mois de mai, eh bien, la dernière marge brute connue, ça ne peut pas être celle de 2024 parce qu'on ne l'a pas encore reçue. Ça veut dire que ça va être celle de 2023. Qu'est-ce que fait un expert? Lui, il calcule le chiffre d'affaires que l'entreprise aurait dû réaliser et la marge brute pour laquelle l'entreprise pourrait être indemnisée. Et si on a un sinistre au 1er mai 2025, un expert va faire l'analyse du 1er mai 2025 jusqu'au 1er mai 2026. Et il va faire un calcul. Là, on va l'estimer à un montant de marge brute de 1400. Sauf que dans le contrat, si on regarde bien, on dit « Ah, désolé, on est un tout petit peu embêté, c'est que le plafond d'indemnité, le dernier qui est noté au contrat, qu'on ne pourra pas dépasser, eh bien, c'est celui de 2023, à savoir 1000. » Et là, on s'aperçoit qu'il manque les 2 tiers de la prise en charge des charges fixes et du bénéfice. Alors, à part si vous avez, en l'occurrence, des charges fixes qui représentent 60% et un bénéfice qui est 40%, vous pourriez vous en sortir en ne finançant que les charges fixes. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui veut dire que là, même avec une durée qui peut être satisfaisante, eh bien, on a une sous-cotation de la marge brute qui s'est effectuée parce qu'on n'a pas effectué un calcul relatif à l'ajustement qui tient compte de l'évolution de chiffre d'affaires de l'entreprise. Et on va voir, grâce à Tania tout à l'heure, qu'il y a des solutions qui s'appellent des clauses d'ajustement ou tout simplement prendre en compte lors de la déclaration de la tendance d'évolution de l'entreprise qui est plutôt particulier et que tout le monde, hélas, sur le marché, n'effectue pas nécessairement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est on permet avec la perte d'exploitation de remettre l'entreprise dans l'état qui était le sien si le dommage n'était pas arrivé. Le calibrage de la durée est très important, en dessous de 18 mois, ce ne serait pas une bonne idée. Et puis la régularisation du montant, elle est à faire avec son courtier pour faire l'estimation du bon montant. Voilà, j'en ai terminé. À vous les studios. Merci Paul-Éric en direct du studio. Donc c'est clair, en tout cas, c'est vraiment important la justesse du calcul qui conditionne tout le reste et surtout la justesse de l'estimation de la durée de la perte d'exploitation. Donc je pense que c'était indispensable de faire le point sur ce sujet. Et pour terminer sur la partie technique, donc Tania va reprendre la main pour aborder les enjeux côté assurance sur les impacts d'une mauvaise évaluation, les erreurs qui sont le plus fréquemment commises et surtout comme l'expliquait Paul-Éric, le bon calibrage de la franchise qui reste un point qui est souvent négligé. Je rends donc la parole à Tania. Bonjour, merci beaucoup. Donc, effectivement, alors les impacts sur l'assurance, c'est parce que bien souvent ça se voit. Il faut juste rappeler que la marge brute, quand elle est déclarée au contrat, c'est une assiette de prime pour l'assureur. Donc,
l'assureur va prendre une prime estimant son risque. Donc, vous savez bien que vous payez une prime. C'est une prime que l'assureur définit pour pouvoir vous garantir vos montants vos montants. Ça, vous le savez, c'est votre risque. Donc, c'est pourquoi aussi c'est très important de déclarer correctement, parce que c'est une assiette de prime. Dans les contrats également, vous avez deux choses qui peuvent jouer. Vous avez les règles, vous avez dû tous entendre parler des règles proportionnelles de primes et ou de capitaux. Donc, il s'avère que une mauvaise déclaration, vous pouvez avoir une règle proportionnelle de prime qui s'applique pour compenser justement ce montant qui n'aurait pas été bien ou pas déclaré. Voilà, et pas bien estimé. Et il y a la règle proportionnelle de capitaux. Donc ça, souvent aussi aujourd'hui dans les contrats, on le retrouve quand même, on a cette abrogation. Donc on a moins de peine à ce sujet-là lorsqu'on n'a pas très bien estimé sa marge brute. Maintenant, vous avez les formulaires de déclaration. Donc, en général, la marge brute, on arrive quand même à bien la mettre en place. Donc, le problème qu'on va rencontrer sur les pertes d'exploitation et que l'on rencontre souvent, c'est soit une sous-estimation, soit une surestimation ou une période d'indemnisation donc trop courte, comme Paul-Éric l'a dit. Donc, je ne vais pas re-rentrer sur la durée trop courte, mais malgré tout, à ce sujet, c'est une vraie discussion que le courtier doit avoir avec chacun des assurés, que vous devez avoir avec aussi vos assureurs, hein, si vous êtes assuré en direct, évidemment, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai un incendie? Vous êtes les mieux placés pour connaître votre outil de production et savoir comment ça va repartir. Si vous avez des machines qui sont très spécifiques, vous savez que cette machine-là, il faut qu'elle soit adaptée spécifiquement pour votre marché. Donc, vous savez déjà que ça va prendre 12 mois. Donc, déjà, on a 12 mois rien que pour reprendre l'outil de production. Après, vous savez que c'est un site classé. Donc, vous connaissez un peu la longueur administrative, notamment en France, pour mettre le dossier. Donc ça, en principe, en ayant des discussions et en discutant vraiment l'esprit ouvert, on est en capacité pour la durée de bien de pouvoir l'estimer correctement, mais c'est du cas par cas. On ne peut pas vous dire, voilà, vous avez besoin de 12 mois, vous de 24, vous de 36. En réalité, c'est vraiment le cas par cas et c'est l'activité pure de l'entreprise qui va nous le déterminer. Concernant la sous-estimation, alors là, on a deux cas. Alors, soit c'est une erreur, effectivement, de calcul, parce que ça peut arriver que ce soit mal estimé. Donc ça, après, c'est pas grave, parce que ça peut se corriger. La sous-estimation, ça peut être aussi les assurés qui ne veulent pas payer trop de primes. Donc, ils disent, non, moi, je veux assurer que 50% de ma marge brute parce que j'estime que je suis capable de repartir et que j'ai mon plan B. Alors, ça s'entend, mais malgré tout, il faut quand même être très prudent et être quand même assez sûr de cette étude financière, justement. Et donc, en sous-estimation, on va voir effectivement potentiellement, c'est pour ça qu'il faut être prudent aussi dans les contrats, de la règle proportionnelle de capitaux, qui fait qu'en cas de sinistre, vous serez payé à hauteur proportionnelle de ce que vous avez déclaré et de la réalité. Après, il y a la surestimation. Alors, pour le coup, parfois, j'ai pu avoir quelques clients qui m'ont dit « mais je veux un peu plus parce que pour être sûr, en tout état de cause, vous savez qu'il n'y a pas d'enrichissement sans cause. Donc, si vous devez être assuré pour 2 millions, ne prenez pas 4, ça n'a aucun intérêt, puisque l'assureur n'ira jamais vous payer plus des 2 millions qui sont nécessaires. » Donc voilà, ça c'est aussi important et je pense que c'est un sujet également, on essaye d'être ceinture bretelle toujours dans les contrats, ce qui est très important, mais une vraie discussion pour affiner les montants au cas par cas, voilà, il n'y a pas de règle, d'accord? Et puis surtout, d'autant plus qu'il n'y a pas de règle, c'est que même en cas de sinistre, en tout état de cause, on pourrait avoir quelques petites surprises. Il y a un autre aspect, c'est la franchise. Alors sur la franchise, effectivement, on en parle, je pense, pratiquement jamais en PE. On part tous du principe que c'est 3 jours ouvrés. En bris de machine, c'est 6 jours. En tout risque informatique, c'est 6 aussi. Voilà. On a fixé un peu des, je sais pas comment les appeler, des barèmes de marché qui se dit, c'est 3 jours ouvrés pour de la perte d'exploitation. Malgré tout, c'est très important parce que c'est pareil. La franchise, ça vous permet, vous aussi, de savoir à quelle hauteur vous pourriez vous auto-assurer. Ça a aussi un impact sur la prime, sur le calcul de la prime. Donc, c'est intéressant aussi de se pencher sur ce sujet-là, de voir aussi comment vous voulez l'appliquer, parce que 3 jours, une entreprise qui est ouverte toute l'année, donc toute l'année, 7 jours sur 7, sans fermeture, 3 jours ouvrés, ça ne fait pas tellement de sens. On pourrait on peut se mettre en jours calendaires. En fait, il faut définir le nombre de jours que l'on souhaite appliquer
Et peut-être aussi, si c'est le souhait, de mettre aussi, c'est tout à fait possible aussi, de mettre un montant forfaitaire. Mais c'est une question aussi importante à se poser, c'est qu'est-ce que l'entreprise est capable de supporter financièrement en termes de franchise, donc d'auto-assurance, in fine, sur ce poste-là. Et donc, pardon. Ouais, non, C'est c'est bon, bon. je peux changer? Ouais, tout à fait. Et de voir aussi, effectivement, il y a toujours la différence entre le sinistre total et le sinistre partiel, évidemment. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer depuis le début, c'est que la perte d'exploitation, c'est vraiment une étude un peu quand même financière, de voir ce que vous êtes capable de supporter, comment vous allez redémarrer, parce que c'est pareil, la perte d'exploitation dans les contrats d'assurance, elle s'arrête d'être payée une fois que l'outil de production redémarre. D'accord? C'est pas jusqu'à ce que vous retrouviez votre niveau de production, puisque ça, c'est une autre garantie qui se trouve plutôt dans les contrats anglo-saxons, qu'on appelle, alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais il y a la grosse profit et la grosse earning. Mais je pense que beaucoup d'entreprises, de groupes connaissent notamment ceux qui interviennent à l'étranger. Voilà, il y a deux types. Nous, en France, c'est au moment où l'outil de production reprend, la perte d'exploitation s'arrête. Et il peut y avoir aussi des prolongations de garantie jusqu'à ce que je retrouve mon niveau de production d'avant le sinistre. Voilà, c'est deux manières de voir et c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir avec le courtier. Et là, enfin, c'est juste pour vous montrer une illustration, pour vous donner une illustration entre une bonne et une mauvaise évaluation. Donc là, on part sur les mêmes périmètres. On a un incendie total, on a 24 mois, donc on est plutôt confortable en durée, tout va bien. On perd 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a nos charges variables, là, économisées à 2 millions et 500 000. Donc, ça n'a pas été très bien forcément calibré dans le contrat. Donc, la marge brute assurée dans un cas est de 8 millions, puisque là, on a fait l'étude, vraiment le calcul précis des charges variables, du chiffre d'affaires, et on a vraiment calibré la marge brute. Dans l'autre, on a pris 4 millions, parce que l'assuré, comme je vous l'ai dit, et ça m'est arrivé, et c'est très gênant quand on arrive dans ces situations, c'est que pour payer un peu moins de primes, assurez-moi pour 4 millions. Bon, très bien. Donc l'indemnité proposée dans un cas va être de 7,8 millions, puisque j'ai bien fait mon chiffre d'affaires, moins mes charges variables économisées, donc en principe, je devrais toucher 7,8 millions. Et de l'autre côté, ça n'est que 3,8 puisqu'on a fait 4 millions. Non, pardon. Oui, pardon, c'est moins la franchise, excusez-moi. Il y a 200 000 euros de franchise, pardon, excusez-moi. Donc, on a 8 millions de marge brute assurée. Sinistre total, on a 200 000 euros de franchise. Donc, on a une indemnisation de 7,8 millions. Et de l'autre, 3,8 millions. Donc, automatiquement, dans le deuxième cas, je suis sous-indemnisée, puisque je ne reviens pas au niveau auquel j'étais avant mon sinistre. Donc, c'est pourquoi la limitation aussi de garantie est très importante aussi. Voilà, au-delà quand même de la durée. Même si effectivement la perte d'exploitation coûte un peu cher, elle permet de redémarrer l'activité. Voilà. Et d'être, une fois, quand elle est bien calibrée, vous repartez sereinement. Voilà. Du coup, merci à tous les trois pour ces explications qui sont très concrètes et surtout très complémentaires. Donc, si on devait retenir un message de ce DigiClub, c'est que la bonne évaluation de la marge brute, c'est la clé d'une indemnisation juste et efficace. Ça pourrait faire un joli slogan. Trop basse, elle expose à une indemnité insuffisante. Trop haute, elle entraîne une surprime qui est inutile. Et si la durée d'indemnisation est trop courte, la couverture s'interrompt avant la reprise réelle de l'activité. Donc, bon, c'est pourquoi chez Servir, nous, on insiste sur cette dimension conseil, justement, et c'est ce que Paul-Éric indiquait tout à l'heure. L'important pour votre courtier, pour votre conseil, c'est d'abord de comprendre votre activité, de comprendre vos flux, de vous aider et de vous accompagner sur l'identification de vos délais de reprise. Et c'est ce qui permet en fait de bâtir un programme d'assurance qui est réaliste et qui protège l'entreprise réellement. Donc, dans ce contexte, nous avons créé des guides qui vous permettent justement de calculer la durée d'indemnisation de votre perte d'exploitation que nous pourrons vous faire parvenir par mail.
Et je crois qu'il y a quelques questions complémentaires qui nous sont posées. Donc, on va essayer d'en traiter quelques-unes. Donc, j'ai une première question qu'on nous pose souvent et qui revient. C'est est-ce que la garantie perte d'exploitation est obligatoire pour une entreprise? Alors, Tania, du coup, je vois Tania qui fait Non, donc non. Ah non, Ah non, bah, non, elle n'est pas obligatoire. ok. Non, Donc, on est sur une garantie facultative, mais rappelons-le, c'est bien elle le problème. reste essentielle pour assurer la continuité d'activité. Donc, en clair, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Une autre question qu'on voit souvent passer ou qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'une garantie perte d'exploitation ou seulement certains secteurs d'activité? Alors, oui et non. Dans les activités, lorsqu'on produit un produit, effectivement, lorsqu'on fabrique un produit, oui, on va avoir besoin d'une garantie perte d'exploitation. Quand on fait de la prestation intellectuelle, donc quand on est dans un bureau, généralement, on prend des frais supplémentaires, puisque ce dont on va avoir besoin pour redémarrer, c'est un ordinateur, un local, et on peut repartir dans un autre lieu, si le lieu disparaît. Voilà, à ceci près, voilà, pour Oh, faire ça grossièrement. ok, donc en fait, c'est la structure de coût et la dépendance aussi d'exploitation qui font la différence. Donc tout le monde Absolument, n'a comme le pas le disait même. Mathieu au début, absolument. Alors j'ai une autre question. Euh, euh, Quelqu'un qui souhaite que nous développions les frais supplémentaires additionnels. Ah, c'est un sujet additionnel. C'est une garantie additionnelle, effectivement, qui est optionnelle au-delà de la simple garantie perte d'exploitation. Les frais supplémentaires de base, normalement, sont inclus dans la garantie perte de marge brute, c'est-à-dire inclus dans vos capitaux déclarés de marge brute. Si, pour des besoins spécifiques, il y aurait besoin d'autres frais supplémentaires qui viendraient dépasser les montants de marge brute, il faut souscrire effectivement une garantie de frais supplémentaires additionnels qui reste toujours, gardez ça en esprit, à l'appréciation de la compagnie d'assurance. Ils seront engagés avec leur autorisation, mais c'est un complément qui vient dans un esprit, et pour revenir vers Paul Éric, qui sont nécessaires notamment pour la reconquête de la clientèle parce que la perte d'exploitation, l'événement a créé une perte d'image, une perte de clientèle et qu'on a besoin effectivement de plus que notre simple marge brute pour faire face à ce délai supplémentaire et cette conquête de clientèle, entre autres. Ouais, on pourrait prendre un exemple assez simple avec une entreprise qui travaillerait dans l'alimentaire, qui pourrait absolument pas donner la recette à un petit voisin, à un copain, un sous-traitant, etc. Et du coup, ben, on aurait l'obligation de servir l'intégralité de la marge brute, c'est-à-dire les charges fixes et le bénéfice pendant la durée de la réalisation de l'opération de reconstruction et de retrouver l'outil de production. Et puis à ce moment-là, on est bien d'accord qu'on travaille dans l'alimentaire, qu'on travaille avec des grandes chaînes de distribution, eh bien, le mètre linéaire qu'on avait, il a été refilé à un concurrent. Les appels d'offres, ils ne sont pas systématiques. Ça veut dire il va falloir envoyer fort pour faire une reconquête sur le terrain de manière à pouvoir de nouveau retrouver son chiffre d'affaires. Et c'est là où on peut avoir un cumul et du besoin de marge brute nécessaire à la survie de l'entreprise et dans le même temps, simultanément, opérer à des opérations de reconquête de marché. Alors, je vous le redis, hein, la perte d'exploitation, c'est un des rares moments où l'assureur et l'assuré ont un intérêt commun à la reprise d'activité la plus rapide. Donc, ces frais supplémentaires additionnels, on ne peut pas les calculer comme ça. Ça veut dire qu'il faut réellement avoir une approche de plan de continuité d'activité et se dire jusqu'où il va falloir aller financièrement pour retrouver son chiffre d'affaires initial. C'est une étape qui est très importante et qui est vitale. Donc oui, les frais supplémentaires additionnels, ça trouve sa place dans ces cas-là. C'est lorsque les montants ne vont pas être suffisants pour permettre une reconquête de chiffre d'affaires notamment. Ça peut être également des frais Spécifique. spécifiques, notamment si vous avez besoin de racheter du matériel qui malheureusement n'est pas disponible. On l'a vu par exemple avec la crise des puces électroniques où il y avait des délais supplémentaires ou des besoins d'engager des frais de transport ou exceptionnels pour obtenir effectivement le matériel ou la marchandise nécessaire et qui doivent être anticipés
dans un aspect de conjoncture par rapport à votre outil d'entreprise et la conjoncture économique aussi dans laquelle vous travaillez. Donc, ce sont des garanties optionnelles, payantes, avec des prix bien évidemment afférents sur ces capitaux supplémentaires et qui sont nécessaires dans cette approche, effectivement, au-delà de la simple reconstitution ou réparation du bien sinistré. Parce que vous seriez, par exemple, sur un marché où vous avez des produits très, très, très spécifiques, donc avec des fournisseurs très, très, très spécifiques, donc des frais à mettre en place, les frais supplémentaires à 10 voilà, c'est vraiment quelque chose qui va sortir de l'ordinaire de votre activité et effectivement, à bien calibrer. Alors, très honnêtement, dans les contrats, moi, bien souvent, je le vois, on donne une enveloppe. On est C'est une d'accord? enveloppe, souvent une enveloppe, c'est un On la capital. donne. Voilà. Voilà, on donne, c'est rentré dans les habitudes de le donner, mais effectivement, dans des activités qui vont être très pointues, Mm. effectivement, c'est important de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être capable? Parce que il arrive qu'il n'y ait qu'un seul fournisseur qui soit capable de faire ça, mais si lui, il peut pas. Donc, il faut trouver un plan B, il faut retrouver, donc ça peut engager d'autres frais, comme l'explique Mathieu et Paul-Éric. Ça sert à ça, les frais supplémentaires additionnels. Merci. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Alors, Tania, Mathieu et Paul-Éric sont passionnés par le sujet et auraient pu en parler encore pendant beaucoup de minutes, je suppose. Il y aura un second DigiClub qui sera consacré cette fois-ci à l'après-sinistre. Là, on est sur la préparation, on ne vous le souhaite pas, mais voilà, de l'éventuel sinistre. Et ensuite, on parlera des pertes d'exploitation après sinistre. Donc, les questions étaient très pertinentes. Donc, ce qu'on retient de ce DigiClub, c'est que la garantie perte d'exploitation, c'est un levier essentiel de continuité d'activité, mais elle nécessite une évaluation rigoureuse et un accompagnement de conseil. Donc, on vous enverra très rapidement le support qui vous a été présenté ainsi que le replay du DigiClub. Et évidemment, comme toujours, donc l'équipe de Servir reste à votre disposition pour approfondir et répondre à l'ensemble de vos questions ou faire un point personnalisé sur vos contrats. Merci à tous pour votre attention. Très belle journée et à très bientôt dans notre prochain DigiClub. Merci. Merci, au revoir. Et Au revoir. très bonne journée. Au revoir. Au revoir.